j'appelle à me rejoindre sur scène Élie Patrijon, le directeur Impact, Héritage et Durabilité du COJOP, Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2030, Alpes françaises. Élie, merci beaucoup d'être parmi nous. Vous avez été pendant 6 ans le directeur général du Comité paralympique et sportif français, l'équivalent du Comité national olympique des valides et pour les personnes en situation de handicap. Vous avez été aussi le directeur du Club France de paralympique de la Porte de la Villette, là où on a vécu des émotions fantastiques et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui, 1 an après. Et puis vous avez travaillé notamment pendant 2 ans à l'INSEP, donc le sport est quelque chose dans lequel vous êtes à l'aise. Ouais, et puis alors, je vous avais pas dit ça dans la phase de préparation, mais je viens de passer 2 mois à faire du vélo cet été, avant de prendre mes nouvelles fonctions, donc c'est des éléments qui me semblent assez naturels. Eh bien, une anecdote de plus, effectivement, parce que moi j'avais découvert que la montagne était aussi un univers familier pour vous, et pas n'importe où, puisque c'est aux Ouches que vous avez passé de nombreuses vacances familiales. Oui, même plus que ça. En fait, mes grands-parents habitaient aux Ouches, et donc on a récupéré ça avec mes sœurs au moment où mes grands-parents ont disparu, et donc c'est aujourd'hui un peu le cœur battant de la famille. Et donc, on a une connaissance commune, et on l'a évoqué, un commerçant député, monsieur Xavier Roseraine, qui nous avait fait le plaisir également de venir nous rejoindre sur le congrès il y a 2 ans pour notamment parler du logement saisonnier. Et il a beaucoup travaillé à l'Assemblée nationale avec ses collègues pour trouver des solutions fiscales pour vous tous. Et c'est l'un de ses combats importants. Élie, je voudrais vous poser tout de suite une question sur le COJOP 2030. Comment est-il structuré? Est-il en place? Combien de directeurs? Alors, on a un président qui est connu, Edgar Gros-Piron, mais il avait déjà fait beaucoup pour être connu avant de vous tous. Et puis vous êtes l'un des 12 directeurs. Je vous laisse nous présenter un petit peu le COJOP. Oui, merci beaucoup Frédéric, ça me donne l'occasion de faire un peu le point sur où est-ce qu'en est l'organisation de ces Jeux, parce que vous en entendez parler maintenant depuis environ 2 ans. La candidature a commencé en 2023, elle s'est faite dans des conditions très particulières qui sont celles de la nouvelle phase de candidature du CIO, qui privilégie des candidatures compactes, ramassées dans le temps, qui ne vont pas durer des années, qui ne vont pas dépenser des dizaines de millions d'euros. Et malgré ça, la France, en parallèle de l'organisation des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques de Paris 2024 s'est constituée en comité de candidature. La candidature a été achevée au cours de la session du CIO qui a précédé Paris 2024, c'est-à-dire que le 23 juillet 2024, la France obtenait l'organisation des Jeux d'hiver 2030 avant même qu'elle ait achevé, même commencé, l'organisation réelle des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Depuis cela, il s'est passé beaucoup de choses parce que le contexte politique notamment ne nous a pas aidé à constituer un comité d'organisation très rapidement, mais ça y est, il est en place depuis le début du mois de février avec la présidence d'Edgar Gros-Piron et puis depuis le début du mois de septembre avec la constitution du comité exécutif duquel je fais partie et qui aujourd'hui nous permet d'être parfaitement organisé, mais pas encore complètement déployé, mais ça, on se prépare à le faire, organisé pour délivrer les Jeux. Il y a 2 éléments qu'il faut retenir dans cette organisation des Jeux 2030, similaire à Paris 2024, une Solidéo, l'ouvrage, l'établissement public de livraison des ouvrages olympiques. Ils ne sont pas très nombreux, mais il y en a quand même quelques-uns qui doivent être produits à l'heure. Dont un important dans la région, à Nice, exactement. Et on en reparlera tout à l'heure. Et on pourra y revenir tout à l'heure, mais à quelques dizaines de kilomètres d'ici. La Solidéo, elle est implantée à Marseille et elle est opérationnelle depuis le mois de mars-avril. C'est elle qui a les premiers livrables, les premiers marchés à passer d'urgence, parce que construire, ça prend un peu plus de temps que faire quelques tribunes temporaires. Donc il faut que tout de suite la Solidéo soit opérationnelle. C'est le cas. Et puis il y a le comité d'organisation des Jeux, qui est lui basé à Lyon et qui est donc opérationnel depuis le début du mois de septembre, avec globalement quelques enjeux assez rapides devant nous de planification, une carte des sites à stabiliser, c'est pas n'importe quoi, une carte des sites à stabiliser. Il faut qu'on se dépêche, en même temps, il ne faut pas qu'on se précipite parce que la carte des sites de Paris 2024, on ne s'en souvient pas beaucoup aujourd'hui, elle a été stabilisée 2 ans avant. Châteauroux, c'est 2 ans avant.
Ça veut dire que pendant les années qui précèdent, on ne sait pas exactement où sera le tir sportif pendant les Jeux. Donc c'est juste pour remettre un peu de perspective par rapport à ça, mais néanmoins avancé, on est aujourd'hui à 80-85% de la carte des sites stabilisée. On a 15% à aller chercher encore de ce point de vue-là. Et puis on a un certain nombre d'autres sujets, et notamment la question de la durabilité qui est au cœur de cette candidature et de cette organisation aujourd'hui, sur lesquels on doit poser des objectifs chiffrés, stratégiques pour la fin de l'année qui vient là. Sur l'inclusion et l'accessibilité, on ouvre un chapitre qui vous est cher, et je l'ai dit dans l'introduction, parce que ce sont des mots qui guident votre parcours professionnel depuis de nombreuses années. Alors je vous propose qu'on s'arrête sur les Jeux paralympiques de Paris 2024 pour partager avec notre audience ce qu'ils ont pu apporter aux athlètes en situation de handicap, mais aussi à la France entière. Exactement, mais c'est important d'y revenir parce que, non pas simplement parce que le sujet me tient à cœur évidemment, mais souligner à quel point les Jeux ont un effet transformateur de manière absolument incomparable par rapport à tout autre événement sportif, parce que l'ampleur des Jeux amène à une visibilité extrêmement puissante des sujets que les Jeux vont mettre au milieu de l'espace public. C'est le cas de l'inclusion, c'est le cas de la place des personnes en situation de handicap dans la société. Ça ne révolutionne pas complètement cette place-là, mais je crois qu'il ne faut pas attendre des Jeux de résoudre l'ensemble des problèmes, auquel cas on fait fausse route. Mais par contre, sur quelques points très précis, sur des focus très précis, ça va amener à des progrès tangibles et à des ruptures qui sont aujourd'hui, à mon avis, irrémédiables parce qu'on ne reviendra pas en arrière. Plus personne ne peut aujourd'hui échapper au fait qu'il existe 15% de la population française en situation de handicap et qu'il y a un sujet sur l'accès au sport de ces personnes et que par ailleurs ce sujet ne concerne pas que les 15% de personnes en situation de handicap mais qui va nous concerner toutes et tous parce qu'on est tous des individus qui progressivement commencent à se décomposer, à perdre un petit peu de capacité physique, cognitive même parfois au fur et à mesure des âges. On ne pratique pas le ski à 40 ans comme on le pratiquait à 20 ans et a fortiori comme on le pratiquera à 60 ans. Et donc, on est tous concernés par cette dimension-là. Et aujourd'hui, les effets des Jeux sont assez tangibles. On a multiplié par 4 ou 5 le nombre de structures qui accueillent les personnes en situation de handicap dans des activités sportives régulières. On a créé l'équipe de France olympique et paralympique réunifiée. Mine de rien, ça a l'air de rien, mais c'est juste un symbole considérable. On considère les athlètes de la même façon. Donc, grâce aux Jeux, on a progressé. Et puis, on a progressé aussi dans le champ de ce qui nous rassemble peut-être un peu plus ce matin aussi dans l'événementiel sportif. Les normes qui ont prévalu à l'organisation de Paris 2024 vont être des standards aujourd'hui en matière d'accessibilité. Ça ne veut pas dire qu'on va y arriver à chaque fois à mettre ces standards en application dans chacun des événements, mais malgré tout, vous serez toujours comparé à cette norme de référence alors que vous ne l'étiez pas parce qu'il n'y avait pas de norme jusque-là par rapport à Paris 2024. Donc c'est aussi ça des éléments tangibles sur lesquels on est en capacité aujourd'hui de montrer qu'on a eu des progrès grâce au jeu. À ce propos, je voudrais vous lancer sur quelque chose qui n'est pas une anecdote, bien qu'elle pourrait apparaître pour vous tous quand je vais vous l'annoncer. C'est dans les aéroports de Paris, aujourd'hui, pour les personnes en situation de handicap, l'option, l'alternance possible entre l'usage de leur propre fauteuil pour aller jusqu'aux portes de l'avion ou le fauteuil d'aéroport de Paris qui n'est pas toujours le plus en état de fonctionnement. Ça, c'est un acquis aussi. Est-ce que pour vous, c'est un acquis qui n'est justement pas une anecdote ? Ah non, c'est pas une anecdote. D'abord, vous le voyez, vous prenez l'avion, vous voyez à quel point le nombre de personnes qui requièrent une assistance pour accéder à l'avion est important, parce que c'est des univers de stress, parce que c'est des univers contraints. Et donc, pouvoir utiliser son propre fauteuil personnel jusqu'à l'avion, c'est un enjeu de dignité. Vous utilisez l'outil qui vous appartient et vous n'êtes pas porté, poussé par quelqu'un d'autre. Quand vous êtes en capacité d'être un peu autonome, c'est d'abord un enjeu de dignité. Et puis ensuite, c'est aussi un enjeu pratique, c'est-à-dire que les fauteuils ne sont souvent pas adaptés. Ça, c'est les Jeux, et c'est dans les 12 mois qui précèdent les Jeux. C'est-à-dire que ce progrès-là, c'est Augustin de Romanet, l'ex-président d'Aéroports de Paris, qui prend conscience de cette dimension-là à l'occasion de l'accueil d'une compétition paralympique un an avant les Jeux de Paris, et qui dit « On va tout faire pour que, à l'issue des Jeux de Paris 2024, la société et ses prestataires soient en capacité de faire ça. » Ils l'ont réussi. Ils l'ont réussi en mobilisant Air France, ils l'ont réussi en mobilisant l'ensemble des sous-traitants, mais ils l'ont réussi, et aujourd'hui, c'est principalement le cas. Et ça, c'est pareil. Ça, c'est un élément, un héritage tangible des Jeux.
Merci beaucoup pour ce point-là. La montagne française, enfin la montagne en général, elle est inhospitalière par le relief, par les températures hivernales, et on en a besoin des températures hivernales. Donc elle est encore plus inhospitalière pour les personnes en situation de handicap. Qu'est-ce qu'on peut espérer dans ce domaine-là avec l'aide des JOP 2030 ? Alors, ça va être à travers à la fois les jeux, mais à travers aussi la mobilisation des territoires de montagne. Moi, je suis frappé à quel point les territoires de montagne sont conscients des enjeux auxquels ils font face et réfléchissent depuis des décennies à leur modèle d'avenir. Les jeux peuvent venir servir de catalyseur à un certain nombre de transformations, mais ça doit accompagner des mouvements de fond sur le long terme. Vous avez raison, la montagne est inhospitalière, mais en fait, les pentes sont inhospitalières à la vie de manière générale. Le fait que les pentes soient urbanisées, dans l'histoire de l'humanité, c'est juste infinitésimal, c'est-à-dire qu'il s'agit juste des 40 ou 50 dernières années que l'homme a conquis les pentes et y a organisé des activités de manière industrielle. Avant, c'était limité, c'était du pastoralisme et ça montait et descendait l'hiver et l'été. Donc là, l'enjeu, c'est d'essayer de montrer, à travers les jeux et à travers l'ensemble de la mobilisation que je citais tout à l'heure, qu'on peut essayer de chercher des transformations de multiples manières. Sur les transports, d'abord permettre d'accéder à un certain nombre de stations, on les fera pas toutes, grâce à des transports qui sont accessibles. C'est pas le cas partout aujourd'hui, hein. Vous pouvez pas aller dans toutes les stations à travers des transports accessibles de manière facile. On va travailler sur quelques ascenseurs valléens qui vont partir du bas des vallées jusqu'aux stations. Il y en aurait 3 sur le modèle des jeux. Ça va nous permettre à la fois de travailler la mobilité décarbonée et en même temps de travailler la mobilité accessible. Il faut qu'on travaille à l'accessibilité des pratiques sportives et notamment des pratiques sportives outdoor. C'est un vrai sujet qui ne concerne encore une fois pas que les personnes en situation de handicap, je le citais sur les personnes qui vieillissent. Et là, on a un enjeu d'adaptation du modèle qui parfois projette des images de surperformance, qui valorise des images de jeunesse peut-être un peu trop importantes et qu'on doit faire évoluer, y compris dans les mentalités, pour ouvrir ces pratiques-là. La randonnée pédestre, elle est ouverte à des âges assez élevés depuis bien nombre d'années. On peut le faire sur un certain nombre d'autres disciplines sportives. Et je pense qu'on va travailler comme ça, en essayant de chercher des bulles d'accessibilité, en ne cherchant pas à transformer tout, mais en se concentrant sur, les stations volontaires et en essayant de mobiliser des écosystèmes à 360 degrés, parce que c'est aussi comme ça qu'on y arrive en faisant des chaînes d'accessibilité du début à la fin. Vous avez ouvert le dossier de l'héritage dans vos propos. Vous êtes arrivé au 1er septembre au sein du COJOP, donc on est encore tôt, et c'est l'une de vos toutes premières paroles publiques ici, devant les congressistes, donc encore une fois, merci. Qu'est-ce qu'en termes d'héritage, vous fixez comme grands objectifs ? Alors effectivement, je vais être un peu prudent, non pas parce que j'aurais pas eu d'idées qui me seraient venues et que encore une fois, il y a beaucoup de choses qui émergent et qui montrent un certain nombre de dynamiques. Prudent parce que on a une gouvernance et qu'il faut évidemment faire adopter un certain nombre d'orientations pour qu'elles soient partagées. Et c'est parce qu'elles seront partagées qu'elles seront véritablement impactantes. L'enjeu, c'est bien qu'on mobilise collectivement. Le premier point, d'abord, c'est un sujet méthodologique. Je pense que on aura d'impact que si on mobilise l'écosystème qui peut nous aider à avoir de l'impact. Autrement dit, le COJOP ne fera pas tout, ne peut pas faire tout, surtout pas avec l'économie qui est la sienne aujourd'hui. Ça sera les jeux les moins chers qu'on ait pu organiser sur une édition d'hiver, toutes catégories confondues. Par là même, ça veut dire qu'on se concentre sur le cœur de notre savoir-faire. Autrement dit, que le 1er février à 20h00, les 2 milliards de téléspectateurs voient une cérémonie et que tout le reste soit prêt. Pour la question de l'impact, ça veut dire qu'il faut qu'on soit dans une mobilisation à 360 degrés avec à la fois les filières économiques, avec les acteurs associatifs, avec les institutions, pour nous permettre de mobiliser autour de ça. Le premier point qui me paraît évidemment prioritaire, c'est faire en sorte que les territoires d'accueil des Jeux bénéficient principalement de l'élan des Jeux. Ça a l'air de rien, comme ça a l'air assez mécanique, mais c'est pas si mécanique que ça, notamment quand on est soumis à la commande publique. Évidemment, c'est des super champions qui peuvent venir remporter les marchés, qui viennent pas des régions concernées. Donc, premier élément, faire en sorte qu'on ait une stratégie d'impact économique qui nous permette de flécher l'impact principalement vers les régions hautes, et ça, c'est par l'accompagnement des entreprises et la structuration des filières qu'on y arrive. Deuxième élément, catalyser l'innovation. Je disais que les territoires réfléchissent depuis longtemps à leur avenir. Les jeux vont pas révolutionner la montagne, ça serait une fausse promesse que de le dire, mais par contre les jeux peuvent servir d'accélérateur à un certain nombre de projets, un certain nombre de mouvements, un certain nombre d'évolutions. J'ai écouté pour l'anecdote hier un truc qui faisait que sur les Jeux 68, vous vous souvenez de l'aérotrain, pour peut-être les plus âgés d'entre vous, c'était une espèce d'innovation française qui avait été imaginée, pas dans la région alpine, mais qui avait
avait été imaginé pour relier Lyon à Grenoble en 1968 en 15 minutes, je crois. Alors, on ne va pas se projeter sur ce genre de choses, mais par contre, travailler à la question de la diversification des modèles économiques, notamment en soutenant des modèles de tourisme qui soient des tourismes plus élargis que le simple ski. Et ce genre de choses va être clairement un enjeu. Je pense un enjeu aussi sur l'innovation technologique, moins utiliser l'eau pour enneiger les domaines skiables. Enfin, bref, se focaliser sur des enjeux d'innovation comme celui-ci. Et puis, je le citais tout à l'heure, la question du tourisme de plein air, qui nous permet quand même d'adresser beaucoup d'enjeux et de ne pas se concentrer uniquement sur le tourisme de montagne, parce qu'on vient de l'évoquer sur la Nouvelle-Aquitaine, la question du développement des activités outdoor prises au sens très très large nous permet à la fois d'adresser le sujet de la diversification, de mobiliser bien au-delà du territoire alpin, et puis de se concentrer sur ce que les jeux savent faire, c'est-à-dire du sport. Si j'ai bien compris, l'importance dans l'héritage, c'est donc de faire en sorte que les entreprises françaises et peut-être les PME, les TPME, bénéficient des appels d'offres. Vous ciblez aussi les petites entreprises et parmi nos congressistes, il y en a quelques-uns, peut-être, ou quelques-unes intéressées. Oui, évidemment. Alors, c'est un sujet qui est complexe, sur lequel je me suis beaucoup concentré à mes premières semaines d'arrivée et de prise de poste, parce que d'une part, c'est une attente politique très très forte, et d'autre part, on sait par expérience que l'objectif de localiser et de privilégier les entreprises de petite et de moyenne taille dans les régions concernées n'est pas simple à atteindre. Notamment parce que nous avons cet enjeu de la commande publique, et donc à un moment donné une forme d'égalité de traitement. À la fin, vous devez choisir, c'est la loi, le mieux disant, d'une part, et puis d'autre part parce que les tissus économiques ne sont pas nécessairement préparés à l'ampleur de ce que sont les jeux, mais qu'il existe des champions internationaux ou nationaux qui, eux, font de la navigation de jeu à jeu, édition après édition, et qui sont prêts. Et donc, ils sont prêts à être les mieux disants. Alors, comment est-ce qu'on fait dans ce cadre-là ? Il n'y a pas 36 solutions. D'une part, on fait savoir et on fait connaître les appels d'offres qui vont être partagés. Et d'ici, j'espère, la fin d'année, début du mois de janvier, on sera en mesure de partager une cartographie des achats, c'est-à-dire de dire qu'est-ce qu'on va acheter, plus de 2 milliards d'euros de prestations générées par les jeux minimum, juste le COJO. Donc c'est quand même un chiffre d'affaires qui est assez considérable. Donc on va dire qu'est-ce qu'on va acheter et à grande maille, quand on va l'acheter. Ça permet déjà aux filières de savoir ce qui va se passer et de commencer à réfléchir. Et puis deuxièmement, d'avoir une stratégie d'accompagnement de ces entreprises à travers les acteurs du droit commun. On ne va pas réinventer l'eau chaude, on va s'appuyer sur les agences économiques des deux régions et ici Rising Sud. On va s'appuyer sur les chambres consulaires, on va s'appuyer sur l'ensemble des filières pour essayer de préparer les entreprises, notamment à se grouper en consortium. Et ça, c'est le message que je vais vous passer. Si vous n'êtes pas assez costaud et que vous n'avez jamais répondu à un appel d'offres de la taille des jeux, n'essayez pas de le faire seul. Il y a des acteurs qui vont répondre et qui vont être étrangers à nos régions, souvent étrangers à notre pays, et qui auront la taille critique pour le faire. Groupez-vous et préparez-vous. Et ça, c'est vraiment le message clé, parce que c'est comme ça que pendant Paris 2024, il y a eu environ 60 à 65% des marchés qui ont été fléchés vers les TPE et les PME. Donc, groupez-vous. Nous, ça va aussi nous permettre ce dialogue avec les structures d'accompagnement, d'allotir les marchés de manière la plus pertinente qui soit au regard de la structuration des filières. Et c'est bien un dialogue intelligent dans le respect de la commande publique qu'on doit essayer de mettre en œuvre. Alors, dans l'illustration de groupez-vous, et demain, non, pardon, j'ai une petite plaisanterie personnelle, mais il faut bien que j'en fasse une. La blanchisserie du village olympique de Paris 2024 a été un regroupement d'entreprises de l'économie sociale et solidaire, et toute la prise en charge de tout ce qui était outils de toilette et le drap du village de Paris olympique a été fait par un regroupement d'entreprises de l'économie sociale et solidaire, et elles seules n'auraient pas pu faire face à la demande. Mais c'est exactement ça, c'est exactement cette démarche. Alors on aura en plus de ça, je ne l'ai pas cité, mais des critères sociaux et environnementaux très importants dans ces marchés. Donc il faut aussi se préparer à ça. Sociaux, ça veut dire notamment des mobilisations d'heures d'insertion vers des publics prioritaires. On va voir si on est entre 5 et 10%. Sur Paris 2024, on était plutôt à 10%. Potentiellement, sur le marché niçois, on pourrait être à 10%. C'est peut-être un peu moins vrai sur des marchés plus tendus, type Briançonnais, où je verrai juste après là, et où je ne suis pas sûr qu'on puisse être sur des mobilisations à ce
ce niveau-là, mais l'idée c'est effectivement de se grouper et d'être pour le coup le mieux disant d'un point de vue social et environnemental pour être aligné avec la vision qui va être les nôtres de jeux les plus sobres possibles à la fois sur le plan de la durabilité et les plus impactants possibles pour les territoires et les populations concernées. Donc c'est bien tout ce mix-là qu'il faut organiser. Après, en ayant conscience pour se dire les choses et pour être parfaitement lucide dans la stratégie qui est la nôtre, en ayant encore une fois conscience que le 1er février on doit être prêt. Donc la question de l'approvisionnement du COJOP et de faire en sorte que les prestations soient à l'heure va rester l'objectif primordial. Ce qui nous importe maintenant, c'est de préparer justement à ce qu'on soit à l'heure et qu'en même temps on soit le plus utile possible. Parce que Paris 2024 avait 7 ans de préparation, les Alpes françaises 2030, 5 ans. 4 ans et demi. 4 ans et demi. C'est pas beaucoup, 4 ans et demi. Heureusement qu'on a fait Paris 2024 avant, ce qui nous permet de capitaliser sur un certain nombre d'acquis. Heureusement que les Alpes sont des massifs et les stations ont accueilli des grands événements sportifs d'ampleur, ce qui nous permet de gagner du temps d'un point de vue méthodologique, mais ça nous amène 4 ans et demi à faire des choix de priorisation aussi très forts. On ne va pas pouvoir adresser autant de sujets que Paris 2024 l'a fait pour des questions budgétaires, mais aussi pour des questions de timing. Et globalement, dites-vous que les grands marchés, alors ça concerne plutôt le BTP, un peu moins votre secteur aujourd'hui, c'est dans 6 mois. Dans 6 mois, tous les grands marchés d'infrastructures seront passés. Les autres marchés de prestations de services intellectuels, etc. arriveront plus tard, mais les grands marchés d'infrastructures seront passés dans 6 mois qui viennent. Vous avez parlé, Élie, de 2 milliards d'achats, mais dans achat, il y a, j'imagine, aussi l'achat de prestations et pas seulement de l'achat de possession dans les infrastructures. Est-ce que vous avez quelques idées, quelques sujets d'achat de prestations à partager ou il est encore trop tôt ? Bon, il est un peu tôt, mais après c'est de l'événementiel, donc on va tout acheter globalement. C'est-à-dire que, non mais c'est une blague, mais au sens où on va acheter des prestations de type prestations d'échafaudage temporaire, on va acheter de l'approvisionnement d'énergie, on va acheter de la prestation de services intellectuels pour nous accompagner sur la modélisation de modèles, on va acheter énormément de choses d'un point de vue, pour le coup, très opérationnel. Ça interviendra un peu plus tard, je pense que ça va commencer dans les 12-18 mois prochains, avec un enjeu aussi très fort, et je vous l'adresse ici parce que je pense que la France a quelque chose à dire sur ce sujet-là par rapport à ses compétiteurs internationaux, avec un vrai enjeu de réutilisation, de faire en sorte que ce qu'on va acheter ne soit pas créé et détruit a posteriori des jeux, mais bien utilisé, réutilisé dans une logique de cycle de vie beaucoup plus long. C'est aussi ça le nouveau modèle des jeux. Oui, et Paris 2024, il y a eu une plateforme digitale mise en place et on pouvait acheter le bureau de Tony Estanguet et des autres. Enfin, ils n'étaient pas nominatifs et signés, mais c'était le cas. Oui, la grande braderie, mais Paris 2024 a réussi à réutiliser la quasi-totalité des biens qu'ils ont acquis. Enfin, évidemment, les biens loués sont revenus à leurs propriétaires, mais des biens acquis, ça va être un peu l'objectif aujourd'hui aussi. Le modèle des jeux, il faut que vous l'ayez en tête sur l'hiver, mais vous êtes concerné par ces sujets-là, est un modèle contesté, est un modèle qui pose des questions et que, par là même, on doit prouver, à l'occasion de ces Jeux de 2030, la capacité des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver à considérer le monde tel qu'il est aujourd'hui et à intégrer ça dans sa manière de produire et de proposer l'événement aux téléspectateurs. L'enjeu du réchauffement climatique, il est face à nous. Il est face à nous. Les données sur lesquelles nous avons fondé la candidature sur l'enneigement sont peut-être déjà datées. On est en train de se rendre compte qu'il faut qu'on les réactualise. Elles ont 4 ans. Elles n'ont pas 15 ans, elles ont 4 ans. Et pourtant, ça s'accélère. Donc ça, cet enjeu-là, on doit le traiter. On doit aussi traiter la question de l'acceptabilité des jeux. Les publics des vallées sont des publics moins conquis par les jeux que ne l'est la population générale. La population générale est aussi favorable aux jeux de 2030 qu'elle ne l'était pour les jeux de 2024 à la même période. C'est aux alentours de 80%. C'est moins vrai dans les vallées. Ça veut dire qu'il y a des sujets d'inquiétude qui sont liés évidemment à l'impact de l'événement, mais qui sont en fait beaucoup plus larges que ça sur les conditions de vie au fond des vallées, sur les conditions d'emploi, sur l'avenir des modèles économiques. Et donc, on doit participer à rassurer à travers cet événement sans promettre des choses qu'on ne pourra jamais tenir parce que ce n'est pas l'objet des jeux. Créer l'adhésion et puis aussi créer l'enthousiasme. C'était pour Tony Estanguet un des piliers, créer l'enthousiasme au niveau de la population.
Ouais, l'enthousiasme et une forme de participation. On a une attente très forte des populations. D'abord, le souvenir de 92 est très vif dans les Alpes du Nord, vraiment très vif. C'est-à-dire que partout, on se rappelle à la fois de l'héritage tangible de l'autoroute dans la Tarentaise, des projets d'infrastructure, mais aussi de ce moment très particulier qu'ont vécu les gens en 1992 autour de l'événement, un peu à l'instar de ceux qu'ont vécu Paris 2024 l'été dernier, hein, un moment un peu hors du temps. Il faut qu'on capitalise là-dessus pour engager. Et pour engager, il n'y a pas 10 000 solutions. Il y a d'abord se rappeler que les Jeux, c'est un événement sportif. Et donc, il faut promouvoir l'événement sportif, le spectacle sportif, les performances sportives. C'est ça qui crée de l'adhésion et c'est ça qui crée du regroupement. Il y a un enjeu de participation très en amont des populations à l'élan des Jeux, à la fois à travers son impact sur le développement du sport de plein air, bien sûr, mais aussi sur le supporterisme. On a des choses à continuer et à prolonger qui sont très importantes. Allez les Bleus. Allez les Bleus, exactement, programme qui existe et qu'il faut qu'on réutilise à travers le programme de volontariat. Moi, j'étais hier devant les syndicats un peu interpellés, pour le dire gentiment, sur ce rapport au volontariat. Le rapport au volontariat sur les Jeux de Paris 2024, c'est des gens qui veulent refaire ce qu'ils ont fait. Ils veulent immédiatement recandidater pour un événement sportif d'une telle ampleur que ce qu'ils ont connu et la magie de ce qu'ils ont connu pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, c'est consubstantiel à la magie des Jeux, le programme de volontaires. Donc il y a ça aussi sur la participation des publics et des populations locales à l'événement à travers ce programme de volontariat. Le 24 juillet dernier, nous étions, Élie, au Grand Palais pour célébrer la première année d'anniversaire des Jeux de Paris 2024 à l'invitation des autorités, notamment du CNOSF et du CPSF. Et en prenant le métro à 8h du matin, j'ai cru, moi, revivre Paris 2024 parce que les volontaires qui se rendaient à cet anniversaire avaient tous mis leur tenue dans le métro. Je vous promets que sur les bras, j'avais quelques frissons de vivre ça et de les voir tous dans le Grand Palais, c'était quelque chose de fort. Regardez le prix sur le Bon Coin des uniformes de la marque qui a fourni les uniformes des bénévoles. Regardez ce que ça coûte. Regardez aujourd'hui quel est le prix de ça. Et vous verrez que ça projette quelque chose sur ce que les gens ont vécu à travers, soit en étant bénévole, soit à travers les Jeux. Ça donne de la valeur et c'est quelque chose, moi, je trouve très, très rassurant. Merci beaucoup, Élie, effectivement, d'évoquer tout cela parce que c'est quelque chose de fort. Vous avez aussi évoqué tout à l'heure les sports outdoor. Et donc là, on entre encore un petit peu plus après la responsabilité environnementale dans un sujet délicat qui est celui des sports additionnels. Et moi, j'avais envie de vous poser la question, quel sport additionnel pourrions-nous voir lors de ces Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver 2030 ? Est-ce qu'on va rester sur la saison des légumes et sur les activités pures de sport d'hiver ? Ou est-ce que vous allez établir des ponts de la transition vers des sports plus multi-saisons, ou 2 saisons, on préfère en montagne que 4 saisons, et vers des sports générationnels forts ? On avait le breakdance à Paris 2024. Oui, et c'est bien de rappeler cet exemple parce que ça rappelle que les Jeux, à chacune des éditions, essaient de penser et de réinventer une partie du modèle. Jamais de le révolutionner. C'est pas le CIO, la révolution n'est pas très consubstantielle avec le CIO, ça marche pas comme ça. Mais par contre, on essaye de faire évoluer le modèle petit à petit, avec plus ou moins de succès à chaque fois. Il y a des tentatives qui sont faites. Je suis pas sûr qu'on verra. Je sais même qu'on ne reverra pas le break à Los Angeles, par exemple. Et donc, il y a des tentatives qui sont faites à chacune des éditions des Jeux. Sur les Jeux d'hiver, le sujet il est sensible à double titre. Il est sensible d'abord parce que quand on parle des sports d'hiver et quand on évoque la question d'un éventuel élargissement à des sports qui ne sont pas de neige et de glace, on se heurte à des problématiques qui dépassent la question des Jeux, qui est celui de l'avenir des stations. Et donc il faut traiter ce sujet de manière prudente, parce que ce sont des sujets de transition, ce sont des sujets de changement social et économique, et que ça suscite des réactions, des inquiétudes et des sentiments de vulnérabilité très importants. Donc il faut être vigilant dans ce qu'on dit. Et en même temps, partager aussi un autre élément à destination de chacune et chacun sur le fait que les Jeux d'hiver tels qu'ils sont organisés aujourd'hui sont des Jeux qui sont organisables par de moins en moins de pays, compte tenu du réchauffement climatique et compte tenu du modèle qui est celui très impactant. Il faut beaucoup de pistes, il faut beaucoup d'infrastructures pour organiser les Jeux d'hiver. Or, si on continue sur un modèle qui ne bouge pas, on aura de moins en moins de candidats sur l'obtention des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques d'hiver, ce qui,
entre nous, a déjà été un peu évoqué sur 2030, 2034, 2038. Et donc, la nécessité aussi, quand on essaye de projeter un petit peu ce que va être la montagne de demain, eh bien de réfléchir à quelle discipline sportive pourrait venir enrichir le programme tout en conservant cet ADN de sport de neige et de glace, parce qu'à la fin, l'imaginaire qui sera projeté, ça sera quand même un imaginaire de sport et de glace très fort, et de voir comment est-ce qu'on enrichit ce modèle-là de disciplines complémentaires. Comment ça va se passer? Eh bien, il y a des propositions qui sont faites par les fédérations internationales, c'est le cas en ce moment. Parfois, certaines sont très sérieuses, parfois d'autres sont parfaitement... Exotique? Ouais, exotiques, voire farfelues, c'est assez rigolo de voir que le rapport à l'hiver et à la montagne peut vraiment être très ténu parfois sur un certain nombre de disciplines, mais que néanmoins, aujourd'hui, proposition des fédérations internationales, nous, dans les mois qui viennent, on instruit, on regarde ce qui est possible. Les sports additionnels, ce sont des coûts additionnels, et donc il faut un modèle économique additionnel. Donc des candidats villes aussi? Des candidats villes, mais surtout un système de billetterie qui nous permet de générer du revenu. Et c'est pas pour générer du profit, c'est simplement pour financer ces sports additionnels. Et donc ça, c'est pareil, ça ne se fait pas comme ça, notamment dans des infrastructures de montagne qui sont des infrastructures limitées et avec des accès qui sont restreints. Les transports étant ce qu'ils sont en vallée, il faut faire attention. On instruit, on rend un avis, mais le décisionnaire, c'est le CIO à la fin, et ça, c'est pas avant les 6 à 7 prochains mois. Donc on est juste dans la phase initiale du débat. Il y a un certain nombre de disciplines qui ont été portées sur la place publique, mais à ce stade, on n'en est que à la phase d'instruction et d'idéation. Billetterie, Paris 2024, 12,7 millions de billets, ça aide pour faire un budget. Jeux olympiques d'hiver et paralympiques, combien de billets? Alors, on était en train de revoir les hypothèses. On était aux alentours de 2 millions de mémoire sur la phase initiale. La billetterie est moins pourvoyeuse de revenus sur les Jeux d'hiver que les Jeux d'été proportionnellement, et sur la totalité des disciplines des éditions précédentes des Jeux d'hiver, pour une raison simple, c'est les contraintes géographiques. On fait pas de compétition de ski dans les stades de foot. Non, on ne fait pas de compétition aussi, peut-être en Arabie Saoudite, mais pas ici. D'accord. Et par exemple, sur l'épreuve phare, la médaille phare, qui est la descente homme, vous avez au maximum 12 000 places. Au maximum 12 000 places. Vous pouvez juste pas faire autrement, parce que sinon vous saturez la capacité d'accueil de la station, des transports, etc. Et donc ça limite, quoi qu'il arrive, votre capacité de billetterie. La billetterie principale sera en fait sur les sports de glace, ici, à Nice, puisque le hockey et les patinoires de hockey vont, elles, être, je crois de mémoire, pourvoyeuses d'environ 60% de la totalité de la billetterie de l'événement. Donc en fait, si vous voulez des billets, si vous voulez vous préparer à voir pas mal d'épreuves et pas mal de matchs, c'est à Nice qu'il faut être. Ça, c'est une bonne introduction pour la question suivante. 2-3 ordres de grandeur. Donc, vous avez dit, Élie, le budget du comité d'organisation d'Alpes française 2030, c'est 2 milliards. Et les recettes de billetterie de Paris 2024, c'était 1,3 milliard. Donc, évidemment, ça aurait été plus facile de boucler le budget avec ces capacités de spectateurs. Et un dernier chiffre d'ordre de grandeur, la Coupe du Monde de Méribel-Courchevel, au total, de ski, Coupe du Monde, les championnats du monde, pardon, au total en 2023, c'est 45 000 billets. Ouais. Voilà. Donc on est bien là dans ces ordres de grandeur. Vous nous avez parlé, Élie, de la patinoire de Nice. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur ce que la région Sud va accueillir comme infrastructure et comme compétition pour qu'on soit au point et qu'on se prépare derrière les claviers d'ordinateur? Schématiquement, puisque d'une part, le fait que la carte des sites n'est aujourd'hui pas définitive, mais que d'autre part, il existe des épreuves dans le Nord, donc du Léman jusqu'à la Méditerranée, on a un pôle en Haute-Savoie, dans les Aravis, on a un pôle en Savoie qui est, lui, à ce stade sur plusieurs vallées, on a un pôle dans le Briançonnais où on a toutes les épreuves sur neige artistique, et puis un pôle ici à Nice, en tout cas à proximité à Nice, qui concentre l'ensemble des sports de glace, olympiques et paralympiques, donc le curling et évidemment le hockey. Nous n'avons pas, pour le moment, d'anneau de vitesse de longue track, puisque nous n'allons pas construire une patinoire spécialement pour les Jeux, compte tenu d'une appétence française assez faible pour cette discipline, et utiliser une des patinoires existantes en Europe. On est en cours de définition de la méthodologie pour la choisir, mais schématiquement c'est ça, et donc des patinoires qui vont arriver à Nice de manière temporaire ou de manière pérenne. Pour le maire de Nice, construire la patinoire, c'est quelque chose d'important parce que c'est un héritage pour ses concitoyens.
C'est la seule grande infrastructure sportive qui sera construite pour les Jeux. Il faut rappeler que la quasi-totalité sont des infrastructures qui existent déjà et qui sont soit rénovées, soit simplement réutilisées. Par exemple, la Courchevel liée au championnat du monde de 2023. La piste de bobsleigh qui est à La Plagne, qui a été construite en 92 et qui va être rénovée et de manière d'ailleurs considérablement moins impactante pour l'environnement qu'elle ne l'était, plus d'ammoniac, ce genre de choses. Donc c'est aussi des facteurs de progrès que de créer les Jeux. Mais effectivement, il y aura une patinoire qui est la seule infrastructure et qui laissera à Nice la capacité aussi à avoir un club de hockey de premier plan et une capacité à faire participer la population. Vous savez que les patinoires, c'est un des équipements sur lesquels aujourd'hui on a le plus de mal à avoir de l'accès sur le territoire national de manière générale. Et l'Union Sportistique, d'ailleurs, a pris en main ce sujet des patinoires, mais aussi des piscines. Petit clin d'œil à nos partenaires de ce congrès. Élise, on arrive à la dernière question et j'avais envie de vous la poser un peu plus personnelle. Qu'est-ce que Paris 2024 a changé pour vous ? Alors, Paris, c'est difficile de répondre à cette question parce que Paris 2024 a à la fois changé beaucoup de choses. Moi, ça m'a renforcé fondamentalement dans la conviction que ces événements-là sont utiles. On passe les 5 années qui précèdent à les organiser à prendre des cartouches de tous les côtés. Mais quand le moment... Surtout vous, hein. Oui, surtout vous, au poste où vous êtes. Oui, mais quand le moment arrive, la magie des Jeux, c'est pas simplement une promesse. C'est quelque chose qui, y compris dans le cadre un peu compliqué, dans la société dans laquelle on vit, sur lequel on affronte des mauvaises nouvelles tous les ans, c'est quand même des parenthèses enchantées qui font un peu plus que du bien à l'instant T et qui rappellent que à la fois on peut avoir du génie, et on l'a vu sur la cérémonie d'ouverture, on peut avoir de l'impact positif sur la société en se mobilisant collectivement, on peut faire ensemble. C'est ça les Jeux, c'est faire ensemble, c'est regrouper des volontés et faire qu'on dépasse un certain nombre d'obstacles auxquels on était en permanence confrontés ici. Dans la région, la Sud. Depuis 40 ans, la liaison ferroviaire pour Briançon se dégrade. Depuis 40 ans. Depuis 40 ans, il y a des projets d'accélération et de rénovation de cette ligne qui ne voient jamais le jour. Eh bien, à l'occasion des Jeux, l'État et la région ont enfin signé un protocole qui leur permet de rénover cette ligne et qui va faire qu'à l'horizon des Jeux, on va gagner 1 heure à 1 heure et demie de trajet entre Marseille et Briançon. Et bien ça, c'est des exemples aussi qui montrent que les Jeux, ils ne révolutionnent pas les territoires où ils interviennent, mais par contre, ils peuvent, en méthodologie, servir à mieux travailler ensemble et 2, porter des projets concrets tels que celui-ci. Élie, je voudrais au nom de tous les congressistes, vous remercier de votre liberté de parole, de votre liberté de ton, de votre venue. Vous le savez, il y a quelques confrères journalistes qui vous attendent. Les journalistes Olivier Bitoun et Nathan Birien pour le congrès et Sport Guide. Il y a Sport Business Club, j'ai vu Bruno Fraioli et que vous connaissez aussi. Vous l'avez croisé quelques fois l'été durant tous les Jeux et on était ensemble. Et puis il y a la tribune de Monaco, Monsieur Renaud qui est là aussi. Voilà, il est là. Ils vous attendent. Élie a des engagements derrière. Je vous demanderai de faire le plus concis aussi pour vous, chers confrères. Mais je crois qu'il vous accordera ces quelques minutes. Encore une fois, merci beaucoup, Élie.